Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonsoir. Nos participants commencent à se connecter au webinaire. On va attendre quelques minutes pour donner le temps à tout le monde de pouvoir se connecter. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On vous invite à vous présenter dans le chat si vous souhaitez et nous allons commencer bientôt. Eh bien, on a plusieurs personnes déjà connectées. Nous sommes ravis d'avoir notre troisième webinaire dans cette série de webinaires ZIP. Nous sommes ravis aujourd'hui de pouvoir aborder le sujet des approches d'intégration dans les programmes humanitaires. Nous aurons des intervenants euh, et des exemples des projets de REACH du Sud-Soudan, Cameroun et aussi notre collègue du Gavi va aussi prononcer quelques mots. Et nous sommes ravis de vous accueillir. Avant de commencer, j'aimerais vous partager quelques informations pratiques. On va les afficher en français en premier, mais je vais lire en anglais. Nous avons un service d'interprétation simultanée en anglais et en français. Pour accéder à l'interprétation, cliquez sur l'icône du globe au bas de votre fenêtre Zoom et vous pouvez ensuite sélectionner la langue de votre choix, français ou anglais. Les présentations seront en anglais, mais interprétées en français. N'hésitez pas à vous présenter dans le chat en indiquant votre nom, votre organisation et pays, afin que nous sachions qui est avec nous aujourd'hui. Au cours du webinaire, vous serez invité à répondre à deux sondages. Le moment venu, une notification vous en informera et le panneau du sondage va s'afficher à l'écran. Nous avons aussi une séance de questions et réponses à la fin de nos présentations. Veuillez utiliser le bouton Q&A en bas de votre écran Zoom ou dans le menu Plus si vous êtes sur un mobile. Et notre animatrice, Dr. Folake, va animer cette séance de questions et réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas à afficher vos questions. Et vous pouvez aussi utiliser les boutons pour les emojis ou pour lever la main pendant la session pour réagir à nos conférenciers. Merci encore une fois d'être avec nous et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter notre animatrice. Bon, avant cela, je vais partager l'ordre du jour. On aura une introduction et mot d'ouverture. Ensuite, les présentations des experts en premier. On va entendre de l'engagement de Gavi en faveur de l'intégration dans les situations humanitaires. On va aussi parler de l'intégration des services de vaccination au Cameroun. Ensuite, l'intégration dans le projet REACH multi-pays. Et enfin, on va explorer un exemple de REACH au sud de Soudan. Et ensuite, on aura question-réponse et une conclusion. Merci. D'accord, merci. J'ai le grand plaisir de présenter le Dr. Folake Olianka. Elle est un leader mondial en santé mondiale et experte en vaccination avec plus de 30 ans d'expérience dans la santé publique. Elle a travaillé pour couvrir toutes les vaccinations, l'éradication de la polio, santé maternelle et infantile et les maladies infectieuses. Et elle a aussi travaillé avec les enfants et les doses pour les enfants dans la vaccination. Elle a aussi travaillé à Washington comme responsable de la vaccination à l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID. Et c'est la troisième fois qu'elle était avec nous pour ces webinaires. Maintenant, elle est une consultante dans le domaine de la santé et elle appuie les organisations internationales et les organisations philanthropiques. Elle a beaucoup d'expérience dans la politique de la vaccination et l'élaboration des programmes stratégiques, surtout dans les contextes divers et compliqués. Elle a parlé de ses stratégies de vaccination mondiale à travers ses rôles avec les organes consultatifs comme SAGE de l'OMS et l'IA 2030, le groupe de travail. Merci, Brooke, pour une très belle introduction.
Permettez-moi de souhaiter la bienvenue à tous nos participants aujourd'hui. Je suis ravie de commencer notre webinaire qui va se focaliser sur nos efforts pour atteindre une dose zéro pour les enfants dans les zones fragiles et surtout dans les contextes humanitaires et de conflits. Les conflits et les crises humanitaires ont augmenté au cours des dernières années et surtout dans les 5 dernières années. Et avec le projet ZIP, Gavi continue à renforcer son engagement vis-à-vis de l'intégration des services de vaccination et les services de santé, surtout dans les contextes de crise et surtout en harmonie avec l'agenda 2030 et la vaccination. Les zones humanitaires atteintes du conflit et de fragilité posent des défis significatifs pour les partenaires de prestation de services et les communautés qu'ils appuient. Ces programmes efficaces dans ces environnements doivent être agiles, résilients et doivent persister malgré des risques, un terrain difficile et les longues distances et une infrastructure limitée. Aujourd'hui, on va entendre de la part de deux partenaires, Cameroon Baptist Convention Health Services et le comité international REACH et son équipe, et on va parler de leur stratégie, expérience et leurs services intégrés pour la vaccination. J'aimerais vous présenter nos intervenants aujourd'hui. Sur votre écran, vous voyez nos intervenants. On a Stéphane Dufy, directeur principal des programmes humanitaires de vaccination pour le programme ZIP chez Gavi. Stéphane est un spécialiste en matière euh, euh, de la gestion des opérations et des programmes qui compte 15 ans d'expérience dans les rôles stratégiques. Il a occupé des postes importants, notamment celui de conseiller régional USAID et représentant régional pour l'Afrique de l'Ouest à l'Action contre la faim. Merci Stéphane. Ensuite, le docteur Epie Ndjoume, qui est un coordinateur technique et un expert pour le programme de vaccination pour le programme de vaccination de Cameroon Baptist Convention Health au Cameroun. Il a occupé plusieurs postes au sein des services de santé CBC au cours de la décennie dernière. En plus de son travail clinique, il a conçu des programmes et des stratégies communautaires pour détecter, diagnostiquer et gérer les maladies chroniques. Nous sommes ravis de vous avoir, Dr. Ndjeme. Ensuite, Peter Mutanda est spécialiste en amélioration des soins des soins de santé avec IRC Reach. Et il est un spécialiste de l'amélioration de la qualité des soins qui possède une expérience dans le domaine de la santé publique. Il a travaillé aussi dans le domaine de la gestion des soins de santé et dans divers rôles techniques au sein des programmes de santé. Il a travaillé avec des hôpitaux, des soins maternels, néonatals et infantiles, ainsi que des programmes de santé de situations d'urgence et stables. Bienvenue, Peter. Ensuite, Dr. Muni Safi est un coordinateur de projet pour IRC Reach au Soudan du Sud et il a une grande expérience dans les réponses d'urgence et la gestion des épidémies. Il apporte plus de 10 ans d'expérience significative dans le domaine des programmes humanitaires de santé. Et enfin, en conclusion, nous sommes ravis d'avoir Caroline Kirada, membre du conseil d'administration Core Group et une consultante indépendante qui fournit des services de conseil stratégique, de gestion et de soutien à la direction des organisations du secteur de la santé mondiale. Forte de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile, elle est largement reconnue pour son expertise en matière d'approche du secteur privé et de conception de partenariats. Nous avons vraiment de très grands conférenciers et conférencières aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de les accueillir. En premier, nous allons entendre de la part de Stéphane Dufy. J'aimerais lui donner la parole. Je vais faire juste une petite vérification maintenant s'il est là. Oui. Merci, merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Merci, Stéphane. Allez-y. À vous la parole. Merci Folake et merci à tout le monde d'être avec nous aujourd'hui. Je vais essayer d'être bref pour avoir plus de temps pour nos autres intervenants. C'est très encourageant de voir une participation aussi forte et un intérêt autour de l'intégration de la vaccination humanitaire à un sujet qui est tellement important.
J'aimerais profiter de cette occasion aussi de remercier Core Group d'avoir organisé ce webinaire et aussi pour le rôle continu dans l'appui de l'apprentissage, la documentation et le partage de connaissances à travers ZIP, mais aussi de manière plus large dans la communauté humanitaire de la vaccination. Donc, merci pour nous donner cet espace et pour faire avancer cette conversation des concepts à la pratique. D'accord, je vais commencer en vous donnant un peu le contexte et en parlant des partenariats qui sous-tendent ce travail. ZIP a été conçu afin d'atteindre les enfants qui vivent dans des situations de conflit de crise, les endroits où les services de vaccination routine sont perturbés, l'accès est limité et les services gouvernementaux sont souvent très, très limités ou voire même absents. Donc, ces zones comprennent les régions de conflit, de déplacement à grande échelle, les questions de mobilité à travers les frontières et questions ou problèmes d'acteurs non étatiques. Au fil des dernières années, ZIP a conçu toute une série de partenariats humanitaires qui sont aussi personnalisés pour répondre à toutes ces réalités contextuelles avec les partenaires comme IRCH et CBCHS et avec l'appui du Core Group pour l'apprentissage et la communication. ZIP a pu atteindre plus de 3 millions d'enfants avec ses doses, ses premières doses depuis décembre 2022 et à peu près 1,5 million uniquement dans la dernière année. Ce qui est important à souligner aujourd'hui, c'est pas uniquement l'échelle, mais aussi la façon dont ce travail a été effectué. En effet, les partenaires ZIP fournit non seulement les services de vaccination de manière isolée, mais ces modèles de prestation de services sont adaptés aux situations d'insécurité et aux contraintes de mobilité. Et en coordination avec d'autres acteurs, la vaccination est souvent intégrée avec les services nutritifs, avec les soins de santé de base et la sensibilisation communautaire. Et je pense que c'est là où les partenaires ZIP doivent vraiment être reconnus pour ces efforts parce que cette intégration euh, a- est là, et existe sur place et cela se fait d'une manière très pragmatique, spécifique au contexte, pardon, qui est très essentiel pour ces environnements qui sont très compliqués. En même temps, il faut être honnête que les besoins restent énormes, l'accès continue à être fragile et même s'il y a cette intégration, souvent, ce n'est pas très uniforme à travers ces contextes. Mais ZIP a démontré que l'intégration est non seulement possible, mais que c'est aussi nécessaire. Oui, donc ceci m'amène à l'importance de l'intégration et pourquoi elle est si essentielle dans les contextes humanitaires. Dans ces contextes, l'intégration, c'est pas uniquement une préférence politique ou un choix d'élaboration. C'est, dans beaucoup de cas, c'est le seul moyen de pouvoir rendre ces services aux enfants. Les communautés desservies par ZIP sont desservies, ils sont souvent oubliés ou marginalisés pendant des périodes très prolongées. Ils font face également à d'autres vulnérabilités telles que le conflit, le déplacement, l'insécurité alimentaire, manque de services de santé ou limites en matière de mobilité. Et donc, c'est un service qui est souvent très limité, surtout si on utilise un service vertical, une approche verticale qui est très fragmentée. Donc, les partenaires ZIP ont montré que la vaccination fonctionne très bien lorsque c'est intégré, lorsque ces vaccins sont fournis en plus d'autres services de nutrition ou d'assistance alimentaire et d'autres services de santé. Donc, l'intégration, c'est aussi une question de confiance. Dans les zones de conflit, la confiance dans les institutions sont souvent très fragiles. Et les partenaires ZIP ont pu établir cette confiance au fil du temps. Et ceci faisant, ils réagissent aux priorités identifiées par la communauté eux-mêmes. Pour faire cela, ils travaillent avec un personnel au niveau local, ils s'engagent avec les leaders communautaires et avec des points focaux des communautés pour vraiment comprendre ce qui est important pour ces communautés.
Et ensuite, les services sont taillés sur mesure pour être alignés avec les réalités de la communauté. Et la vaccination est l'un de ces composants. Et bien sûr, au-delà de cela, il y a aussi d'autres avantages très pratiques et sur le plan des coûts et des opérations avec l'intégration parce que cela élimine la duplication d'efforts et cela aussi renforce la coordination et il y a moins d'exposition aux risques sécuritaires en limitant le nombre de déplacements qui doivent être effectués. Donc, c'est plus efficace sur le plan des coûts aussi. Et cela permet d'avoir un seul contact, un point de contact, et cela permet aux partenaires de pouvoir maximiser les ressources qui sont déjà limitées tout en maintenant la qualité dans ces environnements de fragilité. Donc, c'est une condition essentielle pour l'accès, pour l'acceptation et pour l'efficacité et la sûreté. Ici, je voulais signaler qu'avec Gavi 6.0, l'intégration est vraiment enraciné dans cette approche visant à renforcer les systèmes de santé et accroître l'équité dans la vaccination. La stratégie qui reconnaît que le fait d'avoir les œufs zéro et des communautés manquées nécessite plus d'investissement dans la vaccination avec aussi les soins de santé primaires et un travail avec plus de partenaires au-delà du domaine de la vaccination. Zip a donc mis en place cette vision et a démontré comment les services de vaccination peuvent être un point d'entrée pour une prestation de services plus large, surtout dans les zones fragiles et humanitaires. Je pense que si on se tourne vers l'avenir, le défi va être de faire en sorte que cette intégration soit de plus en plus systématique et appuyée avec les partenariats, les mécanismes de coordination, tout en étant sûr que nous restons axés sur les besoins du pays, mais aussi sur les contextes précis. Et c'est pour cela que le webinaire aujourd'hui est très important parce que ce que vous allez entendre, ce sont des exemples pratiques sur le terrain de cette intégration. Et je pense que ces présentations vont nous aider d'aller du pourquoi et aux intentions politiques, aux actions concrètes pour aider et pour aussi examiner les défis qui restent et ce qu'il faut toujours apprendre. Ceci dit, je vais m'arrêter là et je vais vous redonner la parole, Dr. Olenga, pour passer à la première intervention du pays. Merci. Merci Stéphane pour une vue d'ensemble tellement compréhensif et pour nous avoir établi le contexte. Je vous invite maintenant à répondre à ce sondage sur votre écran. Et juste pour nous entraîner un petit peu, cette première question. Quelles sont vos deux priorités principales en matière de prestation de services intégrés? Veuillez donc je vais vous donner 30 secondes. Veuillez répondre à ce sondage pour partager vos idées vis-à-vis de cette question. Donc, vos deux principales priorités en matière de prestation de services intégrés. Encore une fois, quelles sont vos deux principales priorités en matière de prestation de services intégrés? Si vous venez de vous joindre à nous, un grand bienvenue, très chaleureuse à vous tous. Nous sommes en train de répondre à un sondage que nous allons terminer dans 20 secondes. Veuillez euh, cliquer sur le sondage. J'ai vu quelques réponses dans le chat aussi, mais si vous pouvez répondre au sondage, ce serait utile. Merci. D'accord. Prenons quelques instants pour examiner ces réponses. J'espère que vous voyez les résultats sur votre écran, mais d'après ce que je vois en termes des résultats,
En termes des principales, à peu près 61% ont dit que c'est le fait de répondre aux besoins de la communauté comme l'une des plus grandes priorités, suivi par accroître l'utilisation des services avec 54% des réponses. Donc, ça, c'est très intéressant. Et je reconnais vraiment euh, cet accent sur les besoins du communauté. En troisième place, aussi assez fort avec 46%, c'était l'optimisation des ressources et l'efficacité sur les coûts. Quelles sont les ressources et comment vous pouvez maximiser ces ressources afin de tirer le plus profit de ces et d'avoir des efficacités sur le plan des coûts. Et en quatrième, c'était amélioration de l'efficacité des professionnels de santé. Merci d'avoir partagé vos idées, vos réactions. Nous allons maintenant continuer et merci pour les commentaires dans le chat. Nous allons passer aux conférenciers suivantes et j'ai le plaisir de vous présenter le docteur Epié Ndjoume. Pendant qu'ils viennent au micro, je vous invite à mettre vos questions dans la boîte questions-réponses Q&A en bas de votre écran. Nous allons examiner ces questions vers la fin de la séance, mais vous pouvez ajouter vos questions ou vos commentaires à tout moment dans la boîte Q&A. Et puis, à vous la parole. Merci, Folake, et bonjour à tout le monde. Je suis heureux d'être ici et de participer dans ce webinaire et de pouvoir partager euh, les expériences de CBCHS dans euh, la prestation de services intégrés dans un contexte humanitaire au Cameroun. CBC Health Services, c'est le deuxième prestataire de services de santé au Cameroun après les services communautaires. Et nous avons une présence très forte dans les communautés très éloignées. Et dans beaucoup de cas, CBC, c'est le seul partenaire qui travaille dans la santé dans certaines de ces régions. Nous sommes présents dans 9 des 10 régions du Cameroun, mais surtout au nord-ouest et au sud-ouest, que vous voyez sur la carte. Le nord-ouest et le sud-ouest sont encerclés en rouge. Et nous avons une présence aussi au nord extrême du pays. Mais cette carte montre nos concentrations humanitaires et nous nous concentrons surtout sur le nord-ouest et le sud-ouest qui ont fait l'expérience de crises armées sociopolitiques dans les 10 dernières années avec des conflits entre les groupes non armés, non étatiques, qui se luttent contre les forces de sécurité gouvernementale. C'est un type de guerre guérilla où il y a des groupes armés ou non armés qui sont souvent cachés. Ensuite, ils viennent s'attaquer aux positions gouvernementales. Et il y aura ensuite des représailles de la part des forces gouvernementales et souvent la population est prise au milieu. Et ceci a provoqué de grandes pertes de vie, de propriété, de destruction aussi des infrastructures clés, les chaînes d'approvisionnement et les systèmes de chaînes froides pour la vaccination ont été très, très perturbés. Donc, les services de santé CBC travaillent dans ces endroits depuis plus de 70 ans. Et c'est un parti prenant essentiel parce que CBC est accepté par les deux côtés comme un partenaire neutre. C'est pour cela que nous pouvons fournir des services jusqu'au dernier kilomètre dans ces communautés. Diapo suivante. Notre approche en termes de déploiement de notre programme commence par une évaluation des obstacles dans chaque communauté et ceci nous permet d'identifier les besoins communautaires. On n'utilise pas une solution taille unique. Nous analysons les besoins dans chaque communauté et nous identifions les parties prenantes clés et d'autres systèmes communautaires que nous pourrions aussi exploiter
surtout pour sécuriser davantage un accès humanitaire et sûr. Parce qu'il y a certains comités qui sont totalement contrôlés par les groupes armés non étatiques et euh, on ne peut pas vraiment pénétrer ces communautés sans avoir assuré un accès humanitaire sûr. En termes de prestations de services, nous avons tout un ensemble de services intégrés. En plus de la vaccination, nous avons des services de nutrition, aussi identification GBV, orientation, euh, prévention du paludisme, moustiquaire imprégné, vitamine A, etc. Et en plus d'avoir une programmation qui est adaptive, parce que notre environnement est très dynamique, et donc nos réponses doivent évoluer en fonction de ces évolutions. En bas, la graphique montre les doses Panta que nous avons administrées de octobre 2023 jusqu'au 2025. Et, mais la plupart de l'intégration a eu lieu entre mars et décembre 2025. Et comme vous pouvez constater, le nombre total d'enfants vaccinés dans ces communautés est plus élevé comparé aux années avant, lorsqu'on n'avait pas cette intégration des services de vaccination avec d'autres services humanitaires. Pour le cadre d'intégration, nous commençons en formant notre personnel sur ces principes humanitaires de base et ensuite nous recherchons également des partenariats parce que même si CBC est financé pour apporter des vaccins au dernier kilomètre, on doit aussi intégrer la vaccination et ses services avec d'autres partenaires. Donc, on recherche des partenaires qui pourraient fournir d'autres services supplémentaires pour renforcer cet ensemble euh, compréhensif de services. Donc, nous collaborons avec les équipes de réponse humanitaire qui jouent un rôle clé dans les services de nutrition, services EAH, au assainissement et hygiène, et aussi des distributions de kits et d'autres services. Avec le PAM, le Programme alimentaire mondial, on a pu aussi apporter des services de distribution alimentaire en- avec le CBC, on a aussi identifié les enfants avec des handicaps et on a pu les orienter aux collègues qui pourraient maintenant les prendre en charge et leur fournir les appuis nécessaires. Et Alima euh, et IMC fournissent des services de santé dans certaines zones, mais surtout au niveau des établissements de soins. Dans une communauté, quand nous identifions les cas qui nécessitent une attention médicale, on les oriente aux hôpitaux et aux établissements de soins appuyés par l'IMA et IMC. On travaille aussi avec les organisations locales de la société civile qui jouent un rôle clé dans l'engagement avec ces communautés pour identifier ces enfants qui n'ont eu aucune dose ou qui sont sous-vaccinés. Et on essaie donc de les relier avec ces services de soins. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Voilà. D'accord, merci. Si on examine l'intégration des services de nutrition avec la vaccination et les d'autres activités, nous commençons toujours avec une mobilisation de ces autres services. Dans ce cas-là, il s'agit de distribution alimentaire et aussi cela vient du PAM. Et ensuite, on a formé notre personnel pour mener aussi des évaluations rapides de base pour les besoins nutritifs, une évaluation nutritionnelle rapide pour fournir des compléments alimentaires. Et les membres de l'équipe de vaccination vont mener ces évaluations nutritionnelles rapides, y compris une observation et on va mesurer également la taille des bras des enfants. Et les enfants qui souffrent de la malnutrition reçoivent donc des compléments alimentaires
surtout si elles sont atteintes de malnutrition modérée ou aiguë. Et selon les données, nous voyons le nombre d'enfants dépistés et vaccinés et le nombre aussi de cas identifiés. C'est différent d'un endroit à l'autre et ceci reflète le niveau d'accessibilité dans ces zones et aussi l'étendue des programmes jusqu'ici. Et cela souligne également la disponibilité des partenaires parce que pour l'intégration, il faut avoir des partenaires qui sont disponibles et en mesure de fournir des services supplémentaires qui représentent ce paquet d'intégration. Alors, en déployant nos services, nous voulons aussi entendre de la communauté. Nous avons inclus ceci au début du programme pendant l'évaluation pour avoir l'évaluation de la communauté des services de vaccination et les services qui, selon eux, seraient nécessaires. On a ces différentes citations qui montrent que quand nous arrivons avec des vaccins modernes, la population est plus accueillante et plus disposée à amener leurs enfants pour la vaccination. Nous avons aussi vu que dans des endroits, il y avait une, une hésitation où les parents essayent d'obtenir d'autres services ou essayent de satisfaire d'autres besoins parce que nos populations cibles vivent dans des communautés avec de multiples besoins humanitaires. Alors souvent, les parents, les tuteurs veulent donc un abri, s'assurer que les enfants aient à manger tout en étant vaccinés, surtout quand les enfants sont sains. Alors une des façons que nous les encourageons de faire vacciner leurs enfants, c'est d'intégrer les services de sorte à ce qu'ils aient un ensemble complet. Merci. Prochaine diapo. Entre mars et décembre 2025, nous avons vacciné plus de 172 000 personnes. Nous avons offert des services d'immunisation à plus de 70% de ce chiffre. Et comme je l'ai dit auparavant, ces services ne sont pas forcément les mêmes dans chaque séance de vaccination. Dans certaines séances, nous avons des vaccinations, des services nutritionnels, des compléments alimentaires en vitamine A. Et dans d'autres endroits, si nous n'avons pas les suppléments alimentaires, nous réalisons les évaluations nutritionnelles et puis nous distribuons des, euh, des moustiquaires imprégnés. Et donc, cela peut varier selon l'endroit. Pour nous, l'intégration n'est pas uniquement le choix d'exploitation ou une façon de travailler, c'est essentiellement la seule façon qu'on peut répondre aux besoins de nos populations cibles dans ces communautés. Et nous voyons que par ces paquets intégrés, nous avons pu en prévenir le paludisme, améliorer la croissance et le développement infantile par le biais de services de nutrition ou bien le déparasitage et la vitamine A. Et donc la meilleure façon pour économiser les coûts et pour la sûreté et la sécurité de nos équipes, pardon, la sécurité de nos équipes, c'est vraiment la meilleure façon de procéder de cette façon. Nous avons de multiples talents au sein de notre personnel. Nous avons fait, dans une visite, nous offrons des services multiples et là, nous réduisons les risques pour la sécurité du personnel et des communautés par le biais de l'intégration et les ensembles intégrés, les paquets intégrés. Nous avons pu atteindre beaucoup plus d'enfants. Nous avons continué à renforcer la confiance que nous avons déjà gagnée au sein de ces communautés en tant que CVC.
HS et puis cela garde une ouverture auprès de la communauté ou des communautés pour cette valeur qui leur est offerte. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Epier. Maintenant, j'aimerais inviter Peter Boutanda avec le projet REACH de d'IRC de nous faire une présentation de leur point de vue. Merci. Merci énormément, Dr. Foulake. Merci, Epier, pour cette présentation et aussi pour la présentation par Stéphane. Maintenant, j'aimerais parcourir REACH. Notre projet fonctionne depuis 3 ans et demi. Nous travaillons dans 6 pays sur la Corne de l'Afrique. Il y a 2 pays qui nous ont rejoints l'année passée, le Tchad et le Nigeria. La conception de REACH était d'offrir des services, des programmes dans des zones les plus reculées, qui sont affectées par les conflits pendant plusieurs années, qui sont affectées par les guerres, les conflits, une négligence générale. Alors, la zone, donc la conception des zones à l'origine était de s'assurer que des enfants qui vivent dans ces populations reçoivent leur vaccination et avoir une vaccination de rattrapage pour qu'ils n'atteignent pas l'âge de 5 ans avant d'avoir leurs horaires de vaccination optimisés. C'était conçu de sorte à pouvoir nous pencher sur différents canaux de prestations assez proches de ceux que le docteur Epi a décrit, les zones de conflit, de guerre active. Il a fallu nous pencher sur ce qui changerait entre les approches de prestation de services classiques à des approches qui seraient axées sur le contexte particulier où nous travaillons. Il fallait nous pencher sur les domaines de renforcement de capacité, faire en sorte que le personnel dans ces zones où il n'y avait pas eu de vaccination pendant 3 ans et jusqu'à 5 ans dans certaines des régions, nous avons ventilé des systèmes de chaîne d'approvisionnement, la chaîne froide dans certaines zones. Il a fallu nous approvisionner en ces services dans certaines zones qui étaient complètement coupées des canaux de distribution normaux. Alors, toute la partie logistique de la gestion de la chaîne froide pour les vaccins était une énorme partie du programme parce que euh, dans certaines zones, nous lancions presque un projet totalement nouveau en mettant sur pied ce système au niveau macro, nous assurant que la prestation de services continue avec des interruptions minimes. Prochaine diapo. De façon progressive, nous avons eu des résultats très positifs, commençant en 2022, quand il y avait juste ces quelques sites qui étaient accessibles. Nous avions une cible d'à peu près plus de 150 sites qui étaient identifiés pour accès, mais il a fallu du temps pour accomplir ce chiffre. Mais je pense qu'on pourrait dire qu'à la fin de 2024, c'est là que nous avons vraiment commencé à bénéficier des efforts pour donc nous assurer que nous ayons une structure de soutien pour offrir une immunisation aux enfants plus âgés. Grand nombre des politiques ne soutenaient pas ce cohorte d'âge en dépit de la mention du rattrapage dont on parlait dans la région, mais nous savions que c'était un problème de transférer la politique à la mise en œuvre parce qu'il y avait un comportement qui avait été intégré dans le système pendant longtemps. Les personnes n'avaient plus l'habitude de vacciner leurs enfants après un mois, enfin, attends, 1 an, 18 mois. Donc,
On a donc continué quand même pour voir ce qui pouvait marcher avec des partenaires nationaux et locaux qui ont eu beaucoup d'influence sur le fonctionnement de ce projet. Vous pouvez voir qu'en 2025, nous avons pu offrir ou nous avons livré plus de 20 000, près de 20 millions de doses dans les différents pays. Et le cohorte plus âgé recevait une proportion plus importante de l'accès utilisant euh, le Penta 1 et le MCV1 comme référence. Dans certaines zones, il y avait une différence entre les proportions. Dans certaines zones, il y avait une proportion de 50-50, d'autres, il y avait une proportion de 70-30, mais c'était... Donc, il y avait ensuite 45 et 55. Et 45, c'était les enfants plus âgés, et 55, les enfants de moins d'un an. Et la situation ici ressemble beaucoup à la situation de CBCHS. L'aspect le plus important était l'accès humanitaire parce que nous commencions presque de zéro. Il y avait donc une zone qui est isolée du soutien normal. Il fallait négocier l'accès à ces régions. Il fallait être tactique, utiliser différentes façons d'aborder les obstacles humanitaires. Surtout, il y avait des barrières, barricades, une guerre active où il y avait des moments très limités pour entrer dans une situation et offrir des services, une petite fenêtre qu'on vous donne pour accéder à une communauté et s'en sortir le plus vite possible. Et puis, il fallait se pencher sur d'autres façons de créer la demande et de s'engager avec la communauté. Il fallait donc aller un peu plus loin pour engager directement des petits groupes et cibler ces populations. Il y avait aussi les leaders et les gardiens de la communauté, mais souvent, il y avait des autorités qui contrôlaient certaines de ces zones de conflit. Pour ce qui concerne la gestion des données, nous n'avions pas vraiment un système unique dans différents pays pour assurer qu'on pouvait donc capturer les données sur les enfants à zéro dose. Il fallait donc avoir d'autres canaux pour accéder au registre de prestations de services pour qu'on puisse calculer ces informations avant le déploiement complet du projet révisé en 2024 et 2025. Et bien sûr, le défi était toujours que dans certaines zones où vous n'êtes jamais sûr que vous allez rester longtemps, c'est-à-dire voir pendant combien de temps on pouvait soutenir la période de vaccination tout en atteignant le nombre désiré d'enfants. La logique ici, à mon avis, est assez en ligne avec ce qui a été dit par les autres intervenants. L'intégration faisait partie de la conception du projet. Ce- Nous savions que sans l'intégration, nous n'allions pas accomplir beaucoup à base des avantages documentés pour la promotion de l'efficacité, comprendre les limitations que nous avions et aussi être il faut en fait beaucoup de ressources pour engager des véhicules, la sécurité, voyager sur de longues distances. Les endroits où nous travaillons pouvaient être problématiques. Il fallait attendre 2 mois pour avoir du carburant ou bien l- obtenir différents produits était très difficile, différents les canaux. Il était très important qu'on intègre parce qu'on avait d'autres éléments de PHC qui avaient été entrepris par les partenaires et aussi par l'IRC par le biais d'autres programmes. Nous
avons l'impression que l'intégration n'était pas vraiment un apprentissage, c'est vraiment un impératif programmatique. C'est attendu que si vous gérez un tel programme, il faut chercher des opportunités, vous pouvez maximiser, optimiser l'utilisation d'autres ressources. Et beaucoup de nos partenaires, nous avons travaillé avec presque 16 partenaires dans différentes parties du programme. Il y avait donc un mécanisme de financement qui nous a facilité le programme et a vraiment enrichi le programme pour y ajouter d'autres lignes de programmation. Alors, nous avons cartographié une liste de services possibles, mais principalement les éléments PHC, nutrition, le dépistage, la distribution de certains des produits tels que les moustiquaires. Une grande partie de ce soutien venait d'en dehors de REACH dans notre portefeuille. Il était important que nous négocions avec les partenaires de mise en œuvre, pas nos partenaires, mais certains des partenaires qui avaient accès à certaines de ces zones pour nous aligner et aligner nos services avec leurs services. Et je pense que c'était un élément avantageux. C'était vraiment une situation gagnant-gagnant où il y avait donc une activité de coplanification pendant que notre équipe réalisait une évaluation sur la disponibilité. En même temps, il dépistait pour un dépistage de zéro dose pour les enfants zéro dose. Et puis, on combinait certains des services parce que les lignes, les chronogrammes de certains projets étaient différents les uns des autres. Alors, certains étaient plus courts. Alors, on devait décider où on allait commencer et mettre fin à l'intégration. Mais on voulait maximiser les ressources à toute occasion. Ce n'était pas longitudinal dans toute l'intégration, mais c'était quand même très utile pour un temps considérable pour assurer qu'on puisse atteindre le nombre maximal d'enfants au sein des communautés avec différents services offerts en même temps. Je pense que Dr Pierre a parlé de ceci, c'est-à-dire quoi considérer pendant l'intégration. Il faut bien sûr, alors, quels services vous sont disponibles? Comment pouvez-vous cartographier ceci? Est-ce qu'ils peuvent répondre à la demande des services, pour les services? Quelle est la capacité qui est disponible dans le système? Faut-il reformer plus de personnes? Est-ce que ceci va surcharger un système déjà fragile? Encore une fois, l'acceptation. Dans beaucoup de zones, il y avait quelques problèmes d'acceptation, mais l'acceptation n'était pas un problème des communautés, mais c'était plutôt l'acceptation qu'on offrait ces services, c'est-à-dire des suspicions que peut-être que vous veniez de l'autre côté d'un conflit, euh, ces étiquettes d'être sensible en fait aux communautés et à leur perception de la source de ces services. Est-ce que ces produits viennent d'une zone hostile? Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Et ce n'était pas donc facile d'entrer et d'offrir des services. Fixer des objectifs était assez difficile parce qu'on n'avait pas des données fiables pour les différentes régions. Alors il a fallu faire beaucoup de triangulation pour essayer de voir si on pouvait atteindre les bons cibles, ou les bonnes cibles, pardon. Il y a certaines zones qu'on avait sur-ciblées ou sous-ciblées et il fallait faire l'alignement avec ceci et ce qu'on savait dans d'autres zones. C'est donc ce qu'on a appris au fur et à mesure dans la planification pour chaque projet.
En fait, ce programme REACH n'est pas un programme de gestion des systèmes. Il fallait quand même penser à ces aspects de gestion de système. Il y avait des zones qui n'avaient rien dans ce domaine. Il fallait mettre ceci sur pied, travaillant avec les autorités locales, travaillant à partir de zéro pour assurer que le système soit maintenu et donc les bonnes capacités, s'assurer que les canaux de prestation et de services étaient bien maintenus. Il a fallu beaucoup de coordination, de reddition de comptes. Et il fallait assurer suffisamment de collaboration avec les partenaires. Il faut aussi faire attention donc l'intégration est très positive. Nous avons intégré des services pendant des décennies, mais quand on est dans le domaine de la mise en œuvre, on se rend compte que ça peut être un fardeau. Si vous ajoutez des couches et des couches de services à un flux unique d'une chaîne de capacité, quelque chose sera perdu. Si vous avez un dépistage de nutrition, vous distribuez des moustiquaires, vous offrez différents services, vous réalisez d'autres analyses, je ne suis pas sûre que vous allez pouvoir faire ça qui soit vraiment de bonne qualité. Il faut en être conscient. Donc, quand faut-il s'arrêter? Quand est-ce quand est-ce qu'on arrive à un point de surintégration? Merci énormément, Peter. Je pense que vous avez fait un travail fantastique dans la synthèse de certaines des leçons clés dans les 6 pays et c'est très, très important et vous avez vraiment souligné des leçons tirées. Je vais vous demander de vous arrêter là. On va continuer avec le docteur Mouni Safi parce qu'il va prendre beaucoup des leçons que vous avez identifiées pour entrer dans les détails de ceci avec le Sud-Soudan. Je vais inviter le docteur Mouni Safi à nous rejoindre, qui est le coordinateur du projet REACH au Sud-Soudan. Je vous demande de mettre vos questions dans la case questions-réponses en bas de l'écran. Mouni, c'est à vous. Oui, merci énormément, docteur Foulaki. Bonjour, bon après-midi, bonsoir tout le monde. Salutations du Soudan du Sud. Merci aux intervenants précédents, Peter, Dr Bio, Stéphane, pour avoir jeté les bases. Ils m'ont facilité ma tâche. Alors, pour parler du Soudan du Sud en détail, sur l'initiative REACH ZIP, le projet REACH au Soudan du Sud est en cours de mise en œuvre par le biais d'un consortium de partenaires. Il y a IRSS qui est le partenaire principal. Nous avons deux partenaires, deux organisations nationales. Nous dépendons des capacités du partenaire national pour naviguer le contexte local pour l'accès et aussi, n'oublions pas que nous recevons un soutien de notre partenaire mondial, ThinkPlace, qui nous ont aidés avec le développement de la conception pour la création de la demande et l'engagement de la communauté, et Rominda qui nous a soutenu avec les services numériques pour la micro-planification. Nous avons mis ceci en œuvre dans 5 États sur 15 comtés et 8 PAYAM, nous concentrant sur les communautés spéciales, nomadiques, transfrontalières, les personnes déplacées au niveau interne et puis ceux qui sont rapatriés. Vous avez les différentes couleurs qui représentent les différentes organisations. Prochaine diapo. Alors, pourquoi ces zones d'intervention sont-elles des zones ZIP? Une des raisons, c'est qu'il s'agit de zones avec une population avec une population élevée
d'enfants zéro dose. Ces informations viennent du ministère de la Santé. Il s'agit d'un contexte humanitaire. Ces zones ont des barrières d'accès importantes. Elles sont très fragiles, affectées par les conflits. euh, et il y a aussi les inondations, un terrain difficile. Il y a aussi des services de vaccination limités dans les zones difficiles d'accès où les programmes nationaux ne peuvent pas atteindre. Dans le Pentagone, ce sont ce que nous avons fait sur 3 ans. C'est le périple de 2022 au début du programme en décembre et jusqu'en 2025. Vous pouvez voir les résultats progressifs et une amélioration progressive avec les investissements qui ont été faits au fur et à mesure. En 2023, on a beaucoup travaillé autour de l'engagement communautaire, le développement de différents prototypes de groupes de soutien humanitaire, les dialogues communautaires, l'intégration avec d'autres approches. Ceux-ci ont été très efficaces pour vraiment euh, éliminer les différentes barrières. Il a aussi fallu travailler avec la micro-planification qui nous aide à suivre les populations et à cartographier les tendances sociales. 2024 est l'année où nous avons vu un approfondissement du programme. Il y avait donc les différentes stratégies contextuelles qui ont été euh, reprises et beaucoup des innovations qui ont été mises en place en 2023 avaient vraiment pris forme. Et en 2025 aussi, il y a eu une bien meilleure performance comme résultat des innovations et inclut des plans de rattrapage de vaccination pour atteindre davantage d'enfants. Prochaine diapo. Quand nous parlons des activités intégrées, il y a l'intégration avec les services de soins de santé, les consultations externes, les soins prénatals, le dépistage nutritionnel, les services de santé curatifs et reproductifs. Mais l'aspect le plus important était vraiment l'intégration avec ces MAM. Le dépistage nutritionnel a été vraiment clé pour ce qui concerne l'impact et l'échelle, surtout le travail de vulgarisation planifiée. Cette intégration est donc menée par les partenaires. Les partenaires se réunissent, cartographient les ressources, font une planification conjointe, une supervision de soutien, ciblant les zones reculées à plusieurs kilomètres. Et ceci a permis d'apporter des services complets à des zones difficiles d'accès dans différentes régions du pays. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Cette diapo démontre l'impact de l'intégration. Et là, vous voyez que quand vous intégrez les services d'immunisation avec d'autres services et l'intégration avec les services de nutrition, là, nous pouvons atteindre plus d'enfants et avoir un impact accru. Et là, nous pouvons intégrer les services de vaccination avec la nutrition et nous voyons que nous accroissons l'acceptation des services. Et je pense que ceci est l'un des diapositifs les plus importants et ça a été aussi abordé par euh, l'un des autres intervenants. Pourquoi l'intégration? L'impact de l'intégration. En premier, il s'agit d'être plus réactive
et de fournir des services plus compréhensifs, surtout dans les zones difficiles d'accès. Et ceci nous permet aussi de fournir les services de vaccination avec d'autres services afin de ne pas rater ces doses de vaccination. Parce que euh, ces communautés ont besoin d'autres services en plus de la vaccination et ceci nous permet aussi de renforcer la confiance avec la communauté. Et c'est aussi une question d'optimiser les ressources. C'est une meilleure utilisation des ressources qui euh, augmente l'efficacité des services. Nous pouvons réduire les coûts parce que ces services sont intégrés et fournis ensemble et nous pouvons donc atteindre ces communautés qui sont souvent oubliées. En termes de l'adoption de services, on a vu une meilleure adoption des services de vaccination, surtout lorsque les services sont intégrés avec d'autres services, avec la nutrition ou d'autres services liés aux soins de santé primaires. Parce que dans la plupart des cas, les bénéficiaires de ces services viennent pour d'autres services aussi. Et dans le processus, ils finissent par être vaccinés également. Ça, c'est très important. Et bien sûr, nous voyons également une amélioration des résultats en matière de santé. Les vaccins sont fournis avec toute une autre série de services dans ces zones. Et donc, on répond aux besoins de ces communautés qui, encore une fois, renforcent la confiance avec ces bénéficiaires. Et ceci pour renforcer cette idée de l'intégration et les impacts. Nous avons des séances de sensibilisation communautaire intégrées qui permet d'apporter ces services aux communautés, surtout dans les communautés isolées, vivant dans les zones difficiles d'accès. Bien sûr, on cherche également à améliorer la sensibilisation des communautés et de réduire la méfiance ou l'hésitation à se faire vacciner parce que nous essayons de fournir une information plus exacte et d'éliminer ces fausses idées liées au vaccin. Et parfois, l'un des obstacles, c'est une question de distance. Parfois, les gens doivent se promener plusieurs kilomètres pour pouvoir accéder à ces services. Et quand vous venez aux communautés avec un ensemble de services intégrés, on s'approche de ces communautés et vous pouvez donc réduire les distances et fournir un accès aux vaccins en plus de ces autres services. Une autre difficulté a été de pouvoir mesurer l'efficacité sur le plan des coûts d'avoir des enfants totalement vaccinés. Ce que nous avons constaté que le nombre d'enfants euh, vaccinés grâce au service peuvent être mesurés. Et ceci, mais il reste quand même difficile de mesurer le coût par enfant entièrement vacciné. Mais néanmoins, le nombre d'enfants qui n'auraient pas été vaccinés sans intégration est beaucoup moins. En termes de défis, des opportunités des enseignants à tirer, souvent, nous n'avons pas suffisamment de données ou des données exhaustives sur l'intégration. Et dans, on a parfois du mal à pouvoir suivre toutes ces données. Il y a souvent un manque d'outils de suivi de données. Et on discute avec nos partenaires pour voir comment on pourrait renforcer davantage ces outils de collecte de données, avoir plus de preuves qui montrent l'efficacité de l'intégration. Ensuite, un autre défi, absence de service complet dans certains contextes. Et on doit toujours essayer de fournir les services dans ces zones qui ont une gamme de services limitée. Et comme Peter l'a dit, euh,
suivant les mécanismes de programmation verticaux et les mécanismes de financement sont aussi des défis, surtout pour la vaccination et aussi pour la santé reproductive et maternelle. C'est aussi difficile, surtout avec cette approche verticale. En termes des opportunités, au niveau des bailleurs de fonds, nous cherchons à mettre en place des mécanismes de financement favorisant une programmation intégrée, et ceci au niveau de l'élaboration de programmes pour mieux appuyer cette intégration. Et bien sûr, nous cherchons à renforcer les partenariats avec le ministère de la Santé et d'autres partenaires dans le domaine de la santé et de la nutrition pour continuer à améliorer ces approches d'intégration et pour pouvoir avoir une meilleure supervision de la vaccination de routine et de suivre les données au fil du temps. Et enfin, les leçons apprises, je pense que Peter en a parlé de ça aussi tout à l'heure. Euh, c'est toujours bien de prévoir l'intégration dès la phase de la proposition et la conception du programme. Donc, c'est mieux si on puisse aussi intégrer cela au niveau de l'élaboration de programmes et la conception afin d'avoir une meilleure intégration des services. Et bien sûr, l'intégration doit faire partie de la collecte de données et des indicateurs de performance clés afin de pouvoir documenter et améliorer systématiquement les données probantes sur l'intégration. Et enfin, il faut veiller à ne pas exagérer l'intégration. Même s'il y a beaucoup d'avantages, nous ne devons pas exagérer cela au risque d'épuisement et de compromettre la qualité des soins. Avec l'intégration, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu et il faut être sûr que le personnel est bien formé et qu'il n'y a pas d'épuisement qui va, comme je l'ai dit, compromettre la qualité des soins prodigués. Ensuite, ah oui, oui, cela vient, donc je viens à la fin de ma présentation. Merci à vous, Dr. Folake. Merci, merci d'avoir parlé de l'expérience sur le terrain au Soudan du Sud. Vous avez vraiment souligné des questions importantes, des leçons tirées et des bonnes pratiques que vous voyez. J'apprécie vraiment tous nos intervenants et j'applaudis nos intervenants et notre public aussi, parce que notre auditoire, parce que je vois beaucoup de commentaires très pertinents dans le chat. Nous allons passer à une séance de questions-réponses, mais avant cela, rapidement, un autre sondage rapide sur votre écran. Si vous pourrez prendre 30 secondes pour répondre à notre sondage affiché sur l'écran. Selon vous, quel service devrait être intégré à la vaccination? Choisissez deux, sélectionnez deux. Encore une fois, selon vous, quel service devrait être intégré à la vaccination? Sélectionnez deux. Je vous donne encore 10 secondes. Très bien, voyons les réponses. Ah, c'est très intéressant. Merci pour vos réponses. Je vois tout de suite en haut, nutrition. Dépistage nutritionnel semble être un point d'intégration naturel, surtout avec ce groupe d'âge. Et pour la vaccination et pour les services et les interventions nutritionnelles. Je vois aussi les services de santé des enfants, y compris supplémentation en vitamine A et la vermifugaan. Je, je vois également distribution alimentaire à 26%.
Je vois également les services de d'eau, assainissement et hygiène, distribution de kits. Merci aussi, prévention du paludisme et la santé reproductive et sexuelle. Pour moi, je pense que l'idée la plus importante, c'est que si on examine la population cible, notamment les enfants et les petits-enfants et les mères, donc c'est important de mettre l'accent sur les services qui vont cibler les deux, mères et enfants. Je pense qu'il s'agit d'occasions vraiment très productives pour l'intégration. Merci beaucoup. Nous avons entendu de la part de nos intervenants aujourd'hui que l'intégration peut être différente d'un contexte à l'autre et aussi en fonction de la disponibilité d'autres services et produits. Maintenant, nous sommes ravis de pouvoir répondre à vos questions. J'ai vu plusieurs questions dans la boîte QA. Merci. Euh, je vais commencer avec la question euh, qui a été posée en termes de négocier l'accès. Donc, c'est une question peut-être pour Epier ou Peter et Mooney. Vous pouvez peut-être répondre à cette question rapidement. Qu'est-ce qui a été efficace ou les meilleures méthodes quand vous avez négocié l'accès aux communautés pour fournir ces services intégrés? Quels sont les enseignements tirés? Epier, vous voulez commencer rapidement et ensuite on peut faire une petite tour d'horizon rapide avec Peter et Mooney. Oui, merci Folake. Oui, en effet, c'est un point très crucial parce que nous travaillons dans les communautés qui sont en situation de conflit actif. Et donc, pour CBC Health Services, ayant passé tant de temps au sein de ces communautés, nous avons établi des relations de confiance qui nous aident à pouvoir aller dans ces communautés. Et nous travaillons avec les parties prenantes. Nous identifions les leaders, ça peut être les leaders traditionnels, religieux et d'autres euh, 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 leaders d'opinion. Et ensuite, nous pouvons accéder plus facilement à ces communautés. Euh, Nous ne travaillons pas en interface avec des parties différentes directement, mais nous travaillons avec les différentes communautés dans lesquelles nous travaillons pour négocier l'accès pour les équipes de vaccination afin de pouvoir fournir ces services en toute sécurité et librement. Je pense que c'est un aspect important, cette confiance que nous avons établie au fil des années, parce que la population voit que nous sommes neutres dans ce conflit. Et ça, c'est important. Merci. Peter, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Ou Mouni? Oui, oui, bien sûr. Parce que oui, et encore une fois, merci. Euh, je pense qu'il faut comprendre que les leaders communautés sont là sur le terrain et donc euh, euh, d'avoir accès surtout aux zones où les gens ont été vraiment isolés depuis longtemps. C'était vraiment important d'établir cette confiance et de rassurer la population qu'il n'y a rien de sinistre dans vos services. Donc, je pense que ça a pris un peu plus de temps que prévu pour élaborer cette confiance dans certaines régions, mais ceci nous a aidé quand même à maximiser notre présence et de renforcer nos partenaires locaux. Et on avait certaines communautés qui nous disaient, non, ce partenaire ne peut pas nous quitter. Il faut trouver un moyen de les intégrer pour qu'ils puissent continuer à nous appuyer. Donc, ce partenariat très fort avec les acteurs locaux et qui sont déjà là est aussi essentiel. Merci, Mounia. Je vais revenir à vous avec une autre question dans l'intérêt du temps. Et, mais il y a aussi une autre question euh, qui porte sur
comment vous avez pu établir les systèmes d'information et de données? À quel niveau, quel est le niveau de granularité que vous avez pour appuyer votre effort d'intégration? Je ne sais pas si Mouni ou Epier voulait répondre à cette question. Quel est le niveau de granularité des données? Comment établissez-vous ces systèmes de données pour soutenir l'intégration en soi? Merci beaucoup. Et puis Peter Mooney et Stéphane d'être sur caméra pour le reste du temps. J'aime voir vos visages, alors c'est merveilleux. Et puis allez-y. Merci beaucoup. Alors, pour ce qui concerne la granularité des données, il faut comprendre premièrement qu'au sein des communautés où nous travaillons, les données sur les populations cibles est très euh, infiable à cause des déplacements de population et dans nos environnements. Ceux-ci sont basés sur des projections, des estimations sur des données qui ont été recueillies il y a plus d'une décennie. C'est très difficile pour ce qui concerne la planification, mais nous essayons d'avoir ou de faire un calcul intelligent pour estimer le nombre de la population que nous allons rencontrer dans une communauté quelconque. Et pour ce qui concerne la prestation de services et la collecte des données, nous pouvons recueillir des données sur le sexe et le groupe d'âge des enfants. Normalement, nous les divisons nous divisons entre 0 à 11, 12 à 23, 24 à 54. Nous recueillons donc les données sur le genre, ces groupes d'âge, et puis avec les différents services, avec les antigènes qui ont été fournis et les autres services qui ont été offerts pendant cette séance. C'est intéressant et puis que vous soulignez quelquefois qu'il faut vraiment traiter de l'imprécision et de faire ceci avec une approche flexible pour ce qui concerne les données. Alors, merci beaucoup pour ceci. Il y a une question à laquelle j'aimerais inviter Mouni à répondre, qui se penche sur la production des demandes et les activités d'engagement de la communauté. Quand ces activités ont été menées, quelles étaient les caractéristiques uniques autour de la création de demandes et l'engagement avec une approche intégrée? Et quels ont été les défis et les avantages de cette approche intégrée avec ces activités? Merci, Dr. Foulaki, pour cette question. Pour ce qui s'agit, pour ce qui concerne la création de la demande, en utilisant une conception axée sur l'individu, l'intégration est un de ces prototypes, un des défis qu'il a fallu relever pour ce qui concerne l'hésitation et la vaccination, qui est associée avec certains des mythes autour des vaccins. Ce que nous avons donc fait, c'est de tenir des dialogues avec les communautés pour être en mesure de leur offrir les informations correctes. Et nous avons aussi vacciné ceux qui ont assisté à ces séances. Nous avons là pu capturer les données sur ces enfants. Il faut comprendre les problèmes, les barrières clés et les aborder étaient vraiment très critiques. Nous nous sommes aussi rendus compte qu'en utilisant les gardiens de la communauté, les leaders religieux, les enseignants, quels que soient ces leaders, normalement, quand nous leur donnons les bonnes informations pour renforcer leurs capacités, là, ils deviennent des champions de la communauté et ils peuvent
vraiment mener les autres, défrayer le chemin pour les autres, partager des messages pendant les événements. Cela a donc aidé à soutenir l'acceptation de ces services dans certaines zones. Aussi, avec ceci, ce que nous avons observé, c'est que les messages, les stratégies de communication sont très critiques. Il y a des messages intégrés qui peuvent être communiqués à la communauté pour les informer qu'on aura cet éventail de services et cela aide la communauté à renforcer leur propre confiance. Bien sûr, il y a aussi l'aspect de renforcer les capacités du personnel. Quand le personnel est bien équipé, ils peuvent offrir des services de qualité et communiquer les bonnes informations parce que quelquefois le problème n'est pas avec la communauté, mais avec nous-mêmes, les agents de santé. Alors quand vous donnez les bonnes informations à la communauté, ils savent exactement quoi faire. Et là, cela renforce la confiance entre les agents de santé et la communauté. Et cela accroît l'acceptation de ces services. Merci. Merci beaucoup. Et puis, j'avais une question de suivi à vous poser. Quel type de nouvelles technologies avez-vous utilisé pour pour ce qui concerne la collecte de données et la lacune de qualité? Y a-t-il certaines technologies qui étaient particulièrement utiles? Donc, au début de 2023, nous avons essayé d'utiliser des outils électroniques dans les tablettes pour recueillir des données sur le terrain. Cela nous aurait permis de recueillir des données très granulaires sur chaque enfant qui avait été immunisé ou vacciné. Mais malheureusement, cela n'a pas été accepté dans les communautés où nous travaillons parce que les groupes armés non étatiques pensaient qu'on utiliserait ces dispositifs pour identifier leur, euh, leur site géographique ou leur. Alors, on a plutôt recueilli les données sur des feuilles pour chaque enfant, pour chaque groupe, les vaccins qui ont été offerts et les services supplémentaires. Pour le moment, nous n'avons utilisé aucune nouvelle technologie. Merci, merci, merci pour cette information très intéressante. Mounia ou Peter, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter à cette question pour ce qui concerne les technologies pour la collecte de données, la qualité des données? Peter, il a fallu nous adapter énormément. Il a fallu changer. Plutôt, il a fallu adapter, amener ou ajouter d'autres couches de préparation de rapport pour répondre aux besoins, surtout pour la cohorte plus âgée des enfants. Il était impossible de faire sortir les données des structures de prestation de services utilisant les vieux outils. Dans beaucoup de pays, il a fallu imprimer de nouveaux outils en collaboration avec les autorités et les différents ministères, et cela a dû changer énormément. Rich avait utilisé des approches avec beaucoup de succès par le passé. Il a été difficile de mettre le système à niveau, mais ComCare, en fait, nous a bien servi pendant notre travail. Merci beaucoup pour ce détail. J'ai une question pour Stéphane. Stéphane, je vous envoie cette question. Il s'agit d'une question sur comment Gavi s'assurera que tous les partenaires financés par Gavi qui travaillent dans les zones humanitaires sont, et je cite, à- engagés à offrir des services qui seraient axés sur les communautés.
Je sais qu'on en a un peu parlé déjà, mais j'aimerais entendre vos idées à cet égard. Ah, je pense qu'on a peut-être perdu Stéphane. Il a fallu... enfin, je vais devoir vous répondre plus tard. Mais certains des aspects qui ont été présentés par Gavi et les différents engagements vous donnent une idée de ceci. Mais il a fallu qu'il s'en aille. Désolé de ne pas avoir pu l'entendre. Mais il y aura un suivi sur cette question. Je vais faire une dernière question ici. C'est quelque chose qui étudie de près les adaptations ou l'adoption, l'intensification de la vaccination à long terme et suivre les interventions, par exemple. Comment voyez-vous les registres à base de domicile ou d'autres registres mis à jour au niveau de l'établissement? Dans le contexte où vous travaillez, si les méthodes alternatives que vous utilisez, quelles sont, pardon, les méthodes alternatives pour ce qui concerne l'enregistrement et autres aspects? Peter, voulez-vous essayer de répondre à cette question? Allô? On vous entend maintenant. Je suis désolée, je ne vous ai pas entendu. Alors, la question demande quelles sont d'autres approches de prestation de services alternatives que vous considérez ou vous envisagez à long terme et au tout enregistrement qui pourrait être plus cohérent à l'avenir. Et nous allons conclure avec cette réponse. Peut-être pas pour ce qui concerne la cohérence à l'avenir, mais le modèle de prestation de service qu'on a utilisé, qu'il a fallu utiliser dans bon nombre de de ces situations, était une entrée et une sortie rapide. On, on appelait ça cogner et fuir. On a décidé que c'était pas donc une dénomination appropriée. Mais il fallait donc négocier l'accès pour une période très précise. Vous avez le droit, on avait le droit d'entrer dans des villages, offrir des services, et puis il fallait partir. Et encore avoir un programme pour ceci. Cela a fonctionné pour ces zones qui étaient difficiles d'accès. C'est un modèle, à mon avis, qui peut être utilisé. Je ne sais pas s'il est pérennisable, mais cela peut fonctionner dans des situations où il faut négocier l'entrée pour 2, 3 heures dans une communauté, puis ressortir. L'approche mobile était difficile parce que les équipes ne voudraient pas passer la nuit à l'extérieur à cause des soucis de sécurité. Il y avait des trajets qui allaient au-delà du rayonnement de 5 kilomètres qui allait jusqu'à 41, 31 kilomètres, mais qui revenait toujours à la base. Et cela peut être très coûteux aussi. Je vous remercie énormément pour nous avoir pris aujourd'hui sur les lignes de mire pour ce qui concerne la complexité de travailler dans les zones humanitaires touchées par les conflits, les zones de crise. Vous avez partagé des informations critiques. Nous n'avons pas pu y répondre à toutes ces questions aujourd'hui, mais nous allons faire le suivi avec vous avec ces pratiques. J'aimerais vous encourager tous à continuer à vous engager avec ces informations et à partager de façon très diffusée. J'aimerais aussi nous rappeler le IA Lio 2030 qui a vraiment souligné la vaccination, les soins de santé primaire, l'intégration dans différents contextes. J'aimerais donc passer la parole à Caroline pour clore. Merci, Dr. Falake. Merci à vous tous d'être avec nous aujourd'hui. Au nom de Core Group, je tiens à vous remercier d'avoir participé au webinaire d'aujourd'hui. Nous sommes très reconnaissants que vous ayez pris le temps d'être avec nous et nous espérons que la discussion et les questions
et réponses vous ont donné des perspectives utiles et une bonne réflexion. J'aimerais aussi remercier notre animatrice et nos intervenants d'avoir partagé vos connaissances et vos perspectives. Vos idées nous ont vraiment aidé à approfondir notre compréhension de ce sujet aussi essentiel. Donc, un grand merci à Dr. Olinka, Stéphane Dufis, Dr. Epier Jumet, Peter Mutanda et Dr. Moussafi. Merci encore une fois. Les idées partagées aujourd'hui euh, soulignent l'importance d'intégrer les services de vaccination pour les enfants sans dose dans les communautés marginalisées avec d'autres services comme la nutrition. Ceci a l'avantage d'avoir plus de sûreté, de prendre en compte les préférences des soignants, meilleure efficacité des ressources, consolidation des opportunités pour mesurer l'impact et les résultats et aussi une meilleure couverture de la vaccination et une meilleure santé pour tous. Nous espérons que le webinaire aujourd'hui et cette discussion va nous aider de faire avancer cette intégration de la vaccination et d'autres services essentiels. L'enregistrement de la séance d'aujourd'hui va être partagé bientôt par email. Et merci encore une fois de votre participation et on vous souhaite un succès continu et nous espérons pouvoir vous revoir dans une séance future. Merci et au revoir.